Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Pour rappel, Média Sorare, c'est un site d'actualité qui partage des articles, des analyses, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Florent, alias Snieg, streamer Sorare et spécialiste des Limited. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir un autre créateur de contenu, Jean-Michel, alias Podernos. Salut Jean-Michel. Salut Mehdi. Écoute, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Ouais, merci à toi de l'invitation. Un grand plaisir d'être présent, en espérant qu'on passe un bon moment. Sans aucun doute, je suis assez confiant par rapport à ça. Donc Jean-Michel alias Podernos, ça veut dire, j'ai l'impression que c'est une connotation en espagnol. Je connais Podemos, nous pouvons, mais Podernos, ça veut dire quoi? Alors, au risque de te décevoir et d'en décevoir certains qui se posent la question, il y a strictement aucune connotation espagnole ou même de logique implacable dans le choix de Podernos. C'est tout simplement le surnom qu'on donnait à un de nos potes et c'est resté comme ça. Et te dire qu'il y a une signification particulière, non, parce qu'il y en a pas, mais voilà, ça sonne bien et puis c'est le choix qui avait été fait de base, donc voilà. Ouais. Rien d'extraordinaire en soi. Ok, je pensais que c'était d'origine espagnole ou du sud. Non, portugais. Ah oui, quand même. Ouais, je suis franco-portugais. Ouais. Ok. Et c'était comme Charcot. Et tu supportes quelle équipe au Portugal? Porto. Est-ce que j'habite pas loin de Porto? Porto, c'est le nord alors. Ouais, c'est ça, exactement. Là où la mer est froide, très très froide. Tout à fait. Où il y a des très très grandes vagues aussi. Ouais, c'est vrai. Partie des plus grandes vagues du monde, je pense. Après, moi, par où je suis, honnêtement, il y en a pas. Enfin, j'en ai jamais connu des très très hautes, mais il y a de quoi surfer et il y a de quoi s'amuser quand même. Écoute, voilà, on a déjà une indication sur toi. Écoute, présente-toi, tu peux dire ce que tu as envie par rapport à ta vie personnelle et ou professionnelle. Ouais, je vais tout dire, hein. Non, peut-être pas quand même, mais je m'appelle Jean-Michel Loureiro, donc tu vois, la connotation portugaise, on l'entend un petit peu. J'ai eu 31 ans il y a pas si longtemps que ça, le 27 août. Je suis encore célibataire. Pour les personnes qui me suivent, ils savent que c'est un petit débat. Je suis adepte des sites de rencontres, on va dire. Qu'est-ce que je peux te dire Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, non, je dis ça parce que c'est vraiment un fil conducteur avec les personnes qui me suivent en stream. Je suis conseiller bancaire. Donc voilà, okay. Je dirais pas que je suis dans le domaine de la finance, hein, c'est beaucoup moins poussé que ça, conseiller bancaire, mais je manie un petit peu les chiffres, l'argent, donc j'aide les gens. De toute façon, vous savez à peu près tous ce qu'est un conseiller bancaire. Hein. On aide à accompagner les gens dans leurs projets. Tu es de quelle région en France? Angers, Maine-et-Loire. Alors Sarthe et Maine-et-Loire. Je suis originaire de La Flèche, pas loin du Mans, le 24 heures du Mans, pour situer un petit peu, parce que je suis pas sûr que beaucoup de personnes connaissent le Mans, vu que surtout qu'on est plus dans l'élite du football français. Et sinon, aujourd'hui, je suis à Angers, donc là, ça doit parler un peu plus avec le SCO. Donc Maine-et-Loire, ouais, pas loin de Nantes, pas loin de Paris. Un peu aux alentours de toutes les grandes villes qui peuvent parler aux gens, mais ouais, je suis donc dans les Pays de la Loire, donc voilà, je suis en colocation avec deux amis à moi, on pourra peut-être en parler après par la suite, mais voilà, je suis un jeune enfant. J'ai 31 ans, mais en vrai j'ai la vie d'un jeune de 25 ans, on va dire, célibataire, avec ses potes en colocation, voilà. Ok, tu kiffes ta vie encore, tu prolonges ta vie d'étudiant en fait un peu. Ouais, c'est plus par entre guillemets par obligation que par choix. Hein. À l'heure actuelle, si tu veux, à 31 ans, t'as quand même envie de te projeter, d'avoir des projets en couple et autres, donc c'est pas réellement un choix, mais bon, après on le vit pas mal non plus. Hein. Il y a quand même des bons côtés, donc ça va, ça se passe, on va dire. Et comment est-ce que tu as connu Sorare? J'ai connu Sorare grâce à mon parrain. Qui est Fils, donc Fils Twitch, que je suivais tout départ pour ses streams FIFA, parce que j'étais un grand joueur de FIFA, pas par le niveau, par le temps de jeu plutôt, et puis je me consacrais aussi à l'achat-revente sur FIFA, et Fils faisait des streams de ce genre. Puis un jour, je crois que c'était un mercredi, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était un mercredi, et je vois un stream de Fils, mais pas comme d'habitude, qui parle de football, mais avec des cartes et autres, donc j'y
passe, je bois ses paroles, et en général je suis quelqu'un de plutôt impulsif, hein, de par mes origines sûrement d'ailleurs. Du coup je cherche pas plus longtemps, je m'inscris et je crois même que dans la journée je dépose. Et puis l'aventure Sorare était lancée, donc ça devait être en mars. Mi-mars, début avril, je crois, 2021. Donc okay. Voilà, j'ai déposé 0,25 ETH, je crois, à l'époque à peu près. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite la volonté de vouloir faire aussi du stream sur Twitch? Alors ça, c'est venu un peu plus tard. Alors j'avais échangé avec Phil aussi un petit peu sur le sujet, mais très vaguement. Honnêtement, c'est, je dirais, ma personnalité. Enfin, j'adore le contact avec les gens. Je suis vraiment quelqu'un d'avenant. J'aime bien échanger, que ce soit positivement ou négativement. Enfin, qu'il y ait un débat à partir du moment où c'est constructif. Et du coup, il y avait pas forcément, au moment où je me suis lancé, il y avait pas forcément beaucoup de monde qui streamait. Et du coup, des fois, je voulais regarder, par exemple, un stream et je voyais qu'il y avait personne qui streamait. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi? J'ai un emploi du temps, entre guillemets, qui le permet parce que je travaille pas le lundi en étant banquier et j'ai actuellement mes mercredis après-midi. Donc voilà, ça me permet d'avoir du temps pour organiser le stream et pouvoir le faire. Et puis, faire partager, du coup, ma passion à plusieurs personnes, aider les gens à se développer dans leur aventure. Donc, voilà, créer du contenu divers et varié, même si Sorare, voilà, c'est quand même assez limité, hein. On n'est pas sur du gameplay et autres, donc où tu peux attirer les gens facilement parce que t'as un très bon niveau. Mais je pense qu'il y a quand même matière à faire et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé, honnêtement. Et c'est à quelle période que tu t'es lancé? Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment, je dirais début d'année, février, je crois. Ouais, c'est ça, février, parce que du coup, j'ai des gens qui fêtent leur 7e mois d'abonnement, donc on doit être par là, ouais. Fin janvier, début février. Ouais. Ok, et quelle fréquence tu streams? Je vais faire un petit mea culpa parce que honnêtement, logiquement, c'est le lundi et le mercredi. C'est mes plages, donc entre 18h, 18h30 et 19h30, 20h, les plages de stream. Mais t'as des à côté et autres, donc vraiment, hein, pour ceux qui streament pas, on pourrait croire que c'est assez simple et autres, mais ça nécessite quand même une grosse organisation. Au début, je m'étais lancé sur 4 streams par semaine. C'est quand tu travailles et quand t'as une vie à côté, honnêtement, c'est pas tenable. Donc logiquement, c'est le lundi et le mercredi. Donc là, je suis en vacances, je suis en train de refresh un peu mon stream parce que clairement, c'est quand je vois ce qui se fait chez mes amis streamers, ça m'arrive parfois d'avoir honte parce que moi, c'est quand même le stream de Wish. Donc voilà, je sais que les gens entre guillemets ne viennent pas pour la qualité visuelle et autres du stream, mais voilà, j'essaie de level up un petit peu mon stream pendant ces vacances-là. J'ai une période un petit peu sur Sorare aussi un peu entre guillemets compliquée. Du coup, forcément, j'ai pas eu le temps de streamer et il y avait pas forcément de contenu à apporter au vu de ma situation actuelle. Mais du coup, dès la semaine prochaine, ça repart sur lundi et mercredi. Mais t'as quand même une communauté. Alors, il n'y a pas eu énormément de questions sur Twitter, mais par contre, il y a une remarque qui vient assez régulièrement. Ça parle de Brigitte. Ouais. Donc, il y avait la communauté des ricains de Ben Code, et toi, c'est la communauté des Brigitte. Enfin, explique-nous un peu ce que ça veut dire, à quoi ça fait référence. Alors, j'espère que le Dimat est vraiment majeur, hein, parce que c'est loin d'être comme les ricains. En fait, c'est tout bête, c'est venu dans mes débuts sur le stream et on échangeait et on parlait de voilà comment je m'étais lancé, avec quel budget et du coup comment j'achetais mes cartes et autres. Et puis je sais pas, je suis quelqu'un de spontané et puis j'ai sorti une blague comme quoi j'avais ma Brigitte qui était sur l'aire de repos de la A11 avec son C15 et voilà, qui me rapportait un revenu régulier. Alors bien sûr sur le ton de la déconnade et autres, hein, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, mais voilà, c'est Brigitte, c'est ma Brigitte, c'est la personne avec qui j'ai tissé des liens mais qui n'existe pas. Voilà, okay, elle n'existe pas réellement. Pour toi. Ouais, je suis pas sûr que ça soit légal tout ça, mais voilà, et du coup maintenant je les appelle mes Brigitte parce que pas pour leur j'appelle mes viewers et ma communauté mes Brigitte, mais pas par leur fonction, mais plutôt par l'attachement que je leur porte, parce que ils savent très bien que Brigitte est chère à mon cœur, donc voilà, c'est resté et j'ai même un petit émoticône abonné qui dit Slurp Brigitte et voilà, c'est plutôt marrant. Après c'est sûr que peu de personnes, je pense, connaissent réellement l'origine de Brigitte, mais les fidèles du début le savent, et c'est bien aussi que je puisse l'expliquer à toutes les autres personnes qui ont dû m'entendre dire Brigitte et vraiment se poser la question de à quoi ça faisait référence, mais voilà l'origine. Ok, comme ça, je sais au moins de quoi on parle. Pour terminer ta petite présentation, est-ce que tu peux dévoiler tes passions dans la vie? Je pense que je vais surprendre personne en disant le foot, hein. Je suis un gros passionné de foot.
foot et honnêtement Sorare m'a fait encore plus être passionné, pas limiter ma passion à l'hexagone ou au gros championnat. Donc vraiment c'est pire que tout aujourd'hui. Alors pire, je sais pas si c'est le mot, mais j'adore le foot, j'adore le regarder et tous les championnats possibles. Je passe des fois des week-ends dans mon canapé, donc c'est pas très bon pour la santé parce qu'il y a pas beaucoup d'activités sportives, mais j'adore ça. Après j'ai le padel, donc c'est padel P-A-D-E-L, donc c'est le sport de raquette, c'est pas où on pagaie sur l'eau. Donc ça apparente un peu à du tennis. Ouais, c'est ça exactement. 2D-L-E je crois, ou je sais pas lesquels s'écrivent comment honnêtement, mais voilà, c'est le sport de raquette qui s'apparente à du tennis avec les règles du tennis et aussi un peu de squash avec les vitres et les rebonds, etc. Après j'aime beaucoup la musique, j'aime voyager aussi, et puis maintenant dans les passions naissantes que j'ai connues aussi avec Sorare, le stream, honnêtement je trouve que c'est une tribune exceptionnelle vraiment. Si je pouvais faire une comparaison avec Twitter, il peut y avoir souvent ça serait peut-être un peu exagéré de dire ça, mais quand même beaucoup de tensions sur Twitter, ça peut aller très vite au niveau des dramas et autres. Les fameux et en dramas. vrai, voilà, exactement. Et moi je suis mais à 10 000 lieues de ça, je déteste ça. Il y a des choses où des fois j'en pense pas moins, mais je pars du principe que surtout qu'aujourd'hui on est censé avoir une communauté de personnes majeures, donc avec un minimum de maturité, et du coup échanger en DM par exemple, voilà, c'est bien suffisant. Après il y a des fois où la personne est exposée, elle se sent obligée de répondre, bref, alors que sur Twitch on est dans un échange en fait. Alors il y a forcément entre guillemets je dirais je vais les appeler les cancers, mais quoique moi honnêtement sur mon stream aujourd'hui je touche du bois, j'en ai jamais eu, j'ai jamais eu à entre guillemets me prendre la tête avec quelqu'un, et par contre c'est hyper plaisant parce qu'on partage sur une passion, il y a de l'interaction, il y a des désaccords forcément, mais et en vrai on peut dire qu'aujourd'hui je suis passionné par le stream, et même là ça m'embête de pas streamer, mais parce que voilà on sera peut-être amené à en discuter un petit peu après, mais il y a des choses qui font qu'aujourd'hui je suis pas forcément apte à streamer parce que il y a des choix qui sont faits dans ma galerie, j'ai du temps de prix pour d'autres projets et d'autres choses, donc mais ouais non, j'adore streamer, et vraiment le petit rendez-vous du lundi et du mercredi, c'est une bouffée d'air on va dire dans ma semaine. Ok. Ouais, et en plus c'est plus cosy quoi, quand tu streams, les gens, tu les invites chez toi quoi. Ouais, alors, c'est ça, il y a vraiment une proximité. Tu les invites chez toi. C'est ça, il y a une proximité incroyable qui se crée. Très chouette le padel. T'en fais aussi ? Oui, en fait je suis ancien joueur de tennis niveau amateur, mais bon niveau, je vais dire amateur. Ouais. Et j'ai complètement arrêté il y a plusieurs années. Et là, tous les dimanches, j'essaye de faire 2 heures de padel. Et c'est du bon niveau, parce que ce sont tous des joueurs quand même d'assez bon niveau au tennis. Et après, il faut s'adapter au changement, évidemment. Taper comme une brute, c'est moins efficace qu'au tennis, mais c'est très chouette. Et c'est un sport ultra populaire. Je crois même que c'est le premier sport en Espagne devant le foot, si je me trompe pas. Enfin, s'il est pas premier, il est deuxième, ça c'est certain. Ouais, non, c'est ça vient d'Espagne, hein, mais ça me fait un peu rire quand tu dis que je viens du tennis, faut pas taper comme une brute, parce que moi mon binôme c'est mon coloc, hein, et il fait encore du tennis lui, tu vois, c'est pareil, hein, il a un niveau 15-1, 15-2, donc c'est pas trop mal, ça reste amateur, mais c'est pareil, au début quand on a commencé, je me rappelle, c'était des grosses matchs, mais finalement ça remettait plus en jeu l'adversaire qu'autre chose, et du coup c'est un avantage d'être tennisman pour le paddle, mais il y a quand même des marques à prendre, parce que sinon tu progresses pas si tu restes axé sur le tennis. Ouais, 15-1, 15-2 c'était pas mal. Moi en Belgique j'étais moins 15, mais ça équivaut en France à 0, moins 2 maximum, un truc comme ça. Donc, ouais d'accord, c'est pas mal, mais alors amateur, au mais smash ça va, mais c'est un très bon niveau quand même, hein. Ouais, ça va, mais j'ai arrêté très jeune, au moment où je pouvais continuer. Enfin bref, on s'en fout de ma vie, mais pour terminer sur l'histoire du paddle, moi en smashant, j'essaye vraiment de sortir la balle en fait. C'est l'objectif à chaque fois. c'est que la balle sorte du terrain et qu'elle rebondisse nulle part, ou bien que tu smashes tellement fort au milieu que finalement la balle ne sort pas du terrain, mais va directement de ton côté de terrain sans que ton adversaire la touche. Donc ça c'est gay. Enfin bref, c'était la petite minute publicité pour le paddle. On revient à ton aventure Sorare. Alors avant que tu commences à nous expliquer ta stratégie, comment est-ce que tu as commencé, etc., je vais vite présenter ta galerie. Donc tu as une galerie aujourd'hui qui est quand même très très belle, hein. Pas énormément de cartes, 26 cartes limited, 16 cartes rares, une carte super rare. Elle vaut 26 Ethers aujourd'hui, donc plus de $40 000 quand même. Tu as gagné 157 rewards. Et alors dans ta galerie, c'est principalement, c'est quasiment exclusivement, j'allais dire, des U23, alors en rare,
joueurs, tu as le Golden Boy, Kiki, Mbappé, Diogo Costa comme gardien, Schlotterberg, le défenseur de Dortmund, Martin van de Voort comme gardien, Anthony, Gvardiol, Inacio, Sucic et Ljubicic, etc. Donc du très très lourd en cartes rares. Et voilà, donc tu as un pourcentage reward winning line-up de 36% qui est très 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 beau. Bah explique-nous un peu comment est-ce que tu as débuté Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était en mars 2021 via le stream de Fils. Donc voilà, c'était quelque chose entre guillemets d'inconnu. Donc voilà, j'ai déposé une petite somme au départ pour prendre le jeu en main et voilà et voir ce que ça donnait, comment était réellement le jeu parce que j'ai déposé tout rapide, enfin vraiment très très rapidement. Donc j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus. Hein, c'était assez réfléchi même si c'était impulsif. Donc voilà, j'ai déposé à peu près 0,25 je dirais. Puis j'ai commencé à faire de l'AR parce que j'étais sur les streams de Fils pour la R et je pensais qu'il y avait une bonne fenêtre à prendre et ça me permettait aussi d'appréhender le jeu, de voir comment ça se déroulait en Game Week, etc. Après je me suis orienté vers une team palier avec des rares d'Asie parce que c'était à l'époque les joueurs assez abordables et vu que j'ai pris en mars, c'était le début entre guillemets du championnat donc voilà, il y avait de la visibilité sur le moyen long terme. Je grattais mes petits paliers, tout se passait bien. J'en parlais un petit peu autour de moi et là donc vient le mois d'août 2021 et du coup mon coloc aujourd'hui qui s'appelle lui Julien et du coup je lui en parlais à plusieurs moments. Je lui dis écoute, il y a vraiment moyen que tu kiffes le jeu, c'est tout ce que t'aimes. On est des joueurs d'MPG aussi nous, donc mon petit gazon. Donc ça réunit un peu tout, ça réunit le foot, ça réunit MPG parce que c'est basé sur les perfs IRL des joueurs. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien entre guillemets l'aspect monnaie, l'aspect bénéfice. Fantasy, donc je dis ouais et puis voilà c'est ça, se développer du bénéfice en ayant un projet où il s'épanouit aussi parce que il est passionné de foot tout comme moi. Je dis écoute lance-toi, moi je te parraine, voilà et il me dit non écoute on se met ensemble et on vit l'aventure à deux. Du coup c'était en août 2021 et je lui dis c'est parti, on y va. Donc on lance là le Podernos, le vrai compte Podernos. Donc après on voit le 16 août. FC Podernos. C'est ça. Août 2021. Voilà, tu vois, ouais, exactement. Donc, août 2021. Jusque là, on est bon au niveau du timing, c'est pas mal. Et du coup, là, on a vraiment un budget un peu plus conséquent. Et, finalement, il y a un autre ami à nous qui, donc, n'était pas en coloc à la base et qui est aujourd'hui en coloc avec nous, qui se lance au même moment. Et en fait, on crée, une association à 3 joueurs. Donc, on met nos fonds en commun et c'est moi qui gère le club. Du coup, bien sûr, on se concerte et autres, mais c'est moi qui gère le Podernos FC. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est moi qui stream et autres, c'est moi qui ai entre guillemets les rênes du club et on se lance. Donc là vraiment en septembre où on a un budget qui doit avoisiner les 13 ETH je crois ou peut-être un peu plus. Et on se focus sur les limited de base parce que c'est la division, c'est la rareté qui vient de sortir, elle est nouvelle, on y croit fortement. Donc et puis ça permet aussi avec notre budget qui était déjà très très intéressant mais pas suffisant pour aligner plusieurs équipes en rare, de laisser place au kiff entre guillemets et d'aligner beaucoup d'équipes. Donc on aligne aussi une rare et ensuite on enchaîne rare, entre guillemets rare palier ou bien rare vraiment compétitive? Rare compétitive. Dans mes souvenirs on va sur du Odysseas, Douglas Santos qui avait pas forcément le même scoring mais Douglas Santos, Otamendi, Wendel, Morioka. Donc au début on est vraiment sur des beaux joueurs quand même. Voilà, mais sur de la Tcha à la S. Voilà. Donc on a un gardien et on fait une challenger où on met nos joueurs entre guillemets les plus compétitifs avec les match-ups les plus favorables, etc. Et on joue les paliers parce qu'à l'époque le gardien commun était encore accepté en AS. Donc et on joue les paliers et puis plus c'est affinité. Je crois que ça nous est arrivé 2 fois d'aller chercher des rewards avec un gardien commun en AS. Et puis après là il y a encore un virage qui se fait, un virage non, je dirais un jump. On remet entre guillemets la main au portefeuille et là on se décide de partir en U23 et d'aller acheter le fameux Golden Boy comme tu l'as appelé tout à l'heure, d'aller acheter Mbappé. Alors Mbappé c'est un achat SO5 oriented, ça c'est sûr, mais il y a aussi entre guillemets une volonté de sécuriser une partie de l'ETH. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire parce que c'est quand même engager une énorme somme de sa galerie dans un seul joueur, mais on part aussi du principe que Mbappé c'est quand même la carte qui a la plus de valeur refuge dans le sens où c'est celle qui va avoir le moins tendance à baisser, peu importe les impacts sur le marché. Donc on part sur ça et puis aussi sur sa compétitivité SO5 et là on commence
commence à recruter des gros joueurs. Donc Virman après son transfert au PSV, on avait déjà acheté Koksu au préalable, on avait acheté Inacio aussi très tôt. Donc dans nos premiers achats rares, je crois que c'est même le premier. Il était encore blessé, on l'avait acheté 0,21, donc vraiment pas cher quand on sait qu'il est parti à plus d'1,5 je crois il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on avait pris le risque. D'un Ether, ouais voilà, donc bon achat. Et puis là on commence à entre guillemets vraiment prendre énormément de plaisir à aligner pas mal d'équipes parce qu'il y a toujours à côté les limited qui sont assez compétitives. On avait acheté des Mbappé limited par exemple à 0 en dessous de 0,5, Kimmich un peu pareil, vu que c'était dans les débuts des limited, ça paraissait cher à l'époque, puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait encore eu une augmentation des prix. Donc on avait des belles valorisations sur les limited et on avait surtout des bons joueurs, donc on continue à être compétitif et on augmente notre compétitivité sur les rares. Donc là on aligne 7-8 équipes et avec des belles rewards. 7-8 équipes en rare ou bien 7-8 équipes non, en tout. Compris. En tout, ouais. En tout. 3 équipes. Et là, à ce moment-là, vous avez investi, donc le FC Podernos a investi combien au total ? 12,88 et après on fait on va appeler ça une levée de fonds de... C'est le Qatar qui a investi. Ouais, de 15 ETH. En tout alors 15 ETH ? Non, 12 plus 15. 12 plus 15, donc 27. 27 et voilà, donc là on va arriver à la fin de la stratégie. Comme je l'ai expliqué avant, on était 3, donc on est tous les 3 en coloc, donc on est assez proches et autres. Mais du coup, quand tout à l'heure tu as dit la valorisation de ma galerie, etc. Là, faut savoir justement, et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je stream pas, etc. C'est que on a pris la décision entre guillemets de se séparer. Voilà. Séparer sur Sorare ou dans la coloc aussi ? Sur Sorare. Non, sur Sorare. Et justement pour éviter éventuellement que ça parce que c'est très compliqué, même si c'est moi qui gère le club et autres. Il y a un investissement de chacun et ça reste on est 3 passionnés, donc forcément on échange et autres. Et il y a quand même des grosses divergences sur la façon de gérer un club Sorare, etc. Et c'est une fois, c'est arrivé 2 fois, 3 fois où il y avait quand même des grosses tensions et des gros désaccords. Et donc c'est pas forcément le bon moment. Honnêtement, c'est pas. Je pense que c'est pas hyper worth it de le faire maintenant. Mais le conseil d'administration qui a remis en cause le président. Et non, heureusement pour moi, il n'y a pas eu de putsch ou autre, donc non, mais ça s'est fait dans la bonne entente. Chacun a sa personnalité et puis sa vision, mais c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, les exemples de clubs avec 2 ou plusieurs personnes qui gèrent un club, c'est toujours très compliqué. Bon, je vais pas reparler de mon club de cœur qui est descendu en Ligue 2 à Saint-Etienne ou clairement. J'allais te dire, c'est un très bon exemple récent. Non, la doublette de président, clairement, c'est non. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est pour ça, si tu veux que, donc, et quand ce qu'il faut savoir, c'est que on a vendu des Tchouaméni, on a vendu les Koksu, Virman. Donc là, aujourd'hui, on a une certaine somme assez conséquente en bankroll, mais pour, s'il y avait à faire un bilan sur, entre guillemets, cette année, parce qu'on sait, ça a duré à peu près 1 an, on est à 80%, 85% de bénéfices, sur une année, donc ce qui est hyper intéressant. Mais voilà, il y a aussi le plaisir à avancer ensemble et cet aspect-là, il était présent, mais il y avait trop de divergences qui faisaient que il y a des fois où on était amené à entre guillemets s'engueuler et autres. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tous nos joueurs sont en vente pour repartir et pouvoir voler de chacun de son côté et voilà en espérant le meilleur résultat intégralement possible. Donc Golden Boy compris quoi. Ouais, mais alors Golden Boy, si tu veux, il était même en vente avant. avant que cette décision-là soit prise. Je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, on avait échangé, je pense, quand j'avais vendu toutes mes limited, je t'avais contacté en MP et effectivement Mbappé était en vente et puis je t'avais demandé quel est ton meilleur prix, etc. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, non mais si. Mais alors, puis j'ai jamais saisi les bonnes occasions pour le vendre Mbappé parce que c'est hyper compliqué de s'en séparer, hein. Faut pas se mentir. Ouais, c'est clair. Mais il y avait une réflexion avant ça pour le vendre, parce que alors juste avant la séparation, on était parti sur U23 et U23 Rare Pro. Un peu risky, un peu le choix, mais plutôt payant parce qu'on a été hyper bon, sans vouloir se jeter des fleurs dans le scouting, parce qu'on a été chercher Ibanez et Tijani Reinders, de l'AZ et de la Roma. Tijani Reinders, avec la bonne prononciation de l'AZ. Ouais, très, il fait des gros scores.
Très très fort, ouais. Et donc il est parti hier d'ailleurs en vente parce que pareil, dû à la séparation, même si c'était un peu embêtant de le vendre. Et du coup Mbappé et que tu étais lancé aussi en U23 et en U23 Pro. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup Mbappé était mis en vente. J'avais une question, est-ce que vous aviez des SR U23 pour la Pro? Avant de s'y lancer ou non? Au moment où vous vous êtes lancé, est-ce que vous êtes dit on aligne 5 joueurs rares en U23 Pro ou bien on va attaquer Non, justement ouais. On a été chercher Tijani et Ibanez en SR. Ah ouais, très beau. Ouais. Tijani, on l'a acheté il y a 3 semaines je crois et on l'a acheté 1.5 et il est parti hier à 3.155. Donc ouais, mais hyper bonne pioche, vraiment hyper bonne pioche. Et puis je sais pas si t'as eu l'occasion de voir des matchs de lui, mais hyper intéressant. Enfin, un box to box assez intéressant, ouais. Très très fort. Donc on avait il y a un an, mais il était je crois en T2 ou en T3 U23 et je me dis j'ai assez de bons joueurs, je l'ai vendu. Toi, de temps en temps. Maintenant, honnêtement, je regarde des vidéos, je me renseigne vraiment avant de lâcher un U23. Même s'ils jouent pas ou pas beaucoup, je suis plus enclin à les garder dans ma galerie pour éviter ce genre de mésaventures. Tu vois, moi c'est marrant, c'est que nous, on avait fait le parti pris et alors pour le coup, on était tous les trois d'accord. C'est que tous les U23, plutôt que de dégager entre guillemets un apport bankroll minime, tu vois, de genre 0,1, même si ça peut être important si t'as besoin vraiment de ces 0,1 là, mais on avait fait le parti pris de holder les joueurs pour que ça, enfin voilà, ils sont jeunes, ils ont déjà du temps de jeu mais ils peuvent en gagner, augmenter leur performance, etc. Là où ça pose problème, c'est qu'on n'a jamais eu le bon timing pour vendre les joueurs. Jamais. On a Ljubicic, on l'a eu en reward, il partait à 1 ETH avec sa giga performance de début de saison au milieu de terrain du Dynamo Zagreb. Quasiment sans action sans decisive score, exactement. Et là, il était à bump de ouf. On s'est dit, ouais, mais attends, s'il fait que des performances comme ça va être magnifique. Finalement, ça a été cauchemardesque. Après, il est balancé à arrière gauche. Hier, il était défenseur central dans une défense à 3, enfin, une cata. On a vendu il y a peu de temps Ouattara, qui explose. C'est Lorient. Enfin, voilà. C'est une question de timing aussi. Il faut savoir lâcher les cartes. Si je pouvais donner un petit tips aux gens qui gardent les U23. Faut savoir les lâcher. S'il y a un bump de prix par rapport à des performances récentes. Parce que, c'est aussi le problème des U23, c'est que la régularité et le statut dans un club, il est souvent assez border, on va dire. Donc prendre ses bénéfices quand on a holdé des cartes et qu'on voit que le prix a bien bump, parce que du coup nous on n'a pas su saisir cette occasion et aujourd'hui voilà, il y en a plein d'autres des exemples, mais ça c'est les plus marquants quoi pour les U23 que j'ai hold. Si c'est vraiment des GOAT et qu'on est focalisé exclusivement sur les SO5, là moi je t'avoue que je lâche pas mes meilleurs U23. Ah non mais moi pareil, moi pareil, ça c'est non là je parle vraiment des rewards de T3, T2 etc. parce que les GOAT, moi si tu veux là s'il n'y avait pas eu séparation, Virman et autres, Koksu, je me suis posé la question, par exemple, par rapport à l'arrivée de Timber et Ziamanski. Les deux jumelés. J'ai eu exactement la même réflexion. J'hésitais à le prendre. Je l'avais eu, je l'ai revendu, et puis j'hésitais à le reprendre. Et puis je dis avec l'arrivée de Ziamanski, je vais attendre. Bon, pour le moment, ça performe pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il monte un peu en puissance quand même. Ziamanski est pas là. C'est bête, mais Ziamanski est pas là. Il a été décisif. Ça, il y avait une réelle réflexion, mais les Virman et autres, là, honnêtement, ça, il y a pas de sujet. Si tu joues le SO5 à fond, il faut pas regarder la valorisation de ta carte et le bénéfice que tu peux en tirer. Faut regarder la rentabilité SO5 qui va t'apporter plus que les bénéfices. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de bien vendre toutes les cartes qui vous restent et puis ensuite c'est chacun de votre côté. Et donc demain tout est vendu. Comment est-ce que tu vas réaborder le jeu? Moi en fait si tu veux on était 3 donc moi je reste avec mon pote de départ. Et il y en a juste le 3e qui s'était entre guillemets greffé avec nous au mois de septembre qui lui va vaquer de son côté et nous l'objectif c'est donc qu'il n'y aura pas dans un premier temps de limited. J'avais déjà fait le choix au début avant que ça soit pris comme décision de quitter les limited hormis la U23 pour un souci de compétitivité et voilà de plaisir aussi parce que on prenait pas de plaisir sur les limited. Donc là ça sera objectif donc vraiment c'est une prévisualisation on a fait que de très petites études et autres mais de partir sur 3 rares avec une option donnée à la champ, à la Tchal et du coup le reste du backup aligné en AS dans un premier temps et après une fois que les championnats exotiques auront fermé leurs portes donc la MLS et les championnats asiatiques ça serait de basculer avec les entre guillemets les gros GOAT Tchal sélectionnés au préalable en AS parce qu'il y aurait pour moi une porte intéressante pour aller chercher des gros joueurs en reward et du coup avec aussi l'avantage de plus avoir ces scoreurs fous de l'Asie et la MLS
MLS, et donc de gagner en compétitivité en ayant anticipé et en ayant été chercher les gros go touchal qui sont quand même les plus abordables en rapport scoring prix par rapport au champ ou U23 quoi. Ouais. Et puis, donc voilà l'objectif. Et puis quand tu vois les points de la Chal, qu'il faut avoir en Chal pour taper des T1, même T2, on parle même pas des T0, il faut vraiment avoir du très très lourd avec des équipes ultra dominantes comme le Celtic qui est l'Ajax de l'année passée là, qui écrase absolument tout. Puis évidemment t'as le Zénith, mais j'allais dire là la trêve s'approche et puis ça reprend seulement au mois de mars, donc ça va laisser des nouvelles chances aux autres équipes challenger, mais ouais, j'ai une vision similaire à la tienne. Moi tu vois, c'est parfait les en fait. Je préfère attendre en même temps j'ai pas mal de choix donc c'est un avantage, mais je préfère mettre des très beaux joueurs en All-Star quand les championnats asiatiques et américains seront terminés. Ouais, c'est ma vision. Je pense que voilà, ça peut être hyper intéressant, et comme tu dis, avec la fenêtre Russie aussi, ça veut dire que finalement si t'as déjà bien fait ton mercato en anticipant tout ça, tu peux arriver en All-Star en étant très compétitif et espérer aller chercher des T0 GOAT. Voilà, tirer ton épingle du jeu, quoi. Exactement, ouais. Il est le fait que tu t'étais lancé avec tes amis en U23, c'était un choix pris par hasard, ou bien tu dis non, les rewards en U23 parce que c'est clair, il faut pas se cacher, la valorisation des rewards, évidemment en Chem c'est les plus beaux en termes de valorisation. Après t'as U23 et puis après Challenger et America Asie. C'était pour cette raison-là ou bien non, parce que honnêtement il y a eu une réflexion, de toute manière on va pas faire les hypocrites financières, mais plus loin que ça en fait, parce que si tu veux en champ la valorisation elle est vraiment énorme des rewards, mais je dirais en T0 et T1, parce que il y a quand même que les top joueurs. T1 il peut y avoir des mauvaises surprises si on arrive dans les bas de T1 par exemple, avec des joueurs de 32 ans, 33 ans, ce que la U23 n'apportait pas en fait. Ça veut dire que la U23, comme on en discutait tout à l'heure, toutes les rewards pour moi ont une valorisation présente et future, alors que la champ il y a une valorisation présente et qui peut être aussi passée, et où là ça peut poser problème. Par exemple une T3, T2, ça va apporter un gain sec de TH sur l'instant T, mais avec très peu de perspectives d'amélioration au niveau de la rentabilité. Ce que la U23, elle, apporte, je dirais, souvent, pas tout le temps, parce qu'il peut y avoir des joueurs qui se perdent et qui finalement finissent dans des championnats non couverts, quoique maintenant avec les D2 couverts, ça peut bien se passer. Mais sinon, en vrai, la U23, oui, c'est frustrant d'avoir une T3, etc. Mais finalement, une T3, si la galerie le permettait et s'il n'y avait pas des besoins immédiats, la T3 pouvait se transformer en T2, T1 et avoir la pépite de demain. Donc, il y avait vraiment cet aspect-là aussi de rentabilité et de projection sur le long terme. Et puis aussi le scouting, quoi. Le scouting, même si je déconseille fortement toutes prises de paris, du moins sur une stratégie SO5, s'il y a un pourcentage qui est alloué au pari sur la galerie, il n'y a aucun problème. C'est aussi un jeu de fantasy, et donc de trouver des nouvelles pépites de demain, c'est hyper intéressant. Mais en stratégie SO5, je le déconseille. Pour autant, il y avait quand même de quoi scouter et d'aller en chercher une ou deux pour lesquelles on croit fortement, et qui a un statut qui a changé suite à un mercato ou à un commentaire du coach, et comme quoi le joueur allait s'installer, et si on y croit, il y avait cet aspect aussi de scouting. Vraiment, je pense que c'est la ligue la plus intéressante. Et le dernier aspect que je pourrais donner sur la U23 au niveau intérêt, et ça s'apparente plus aux auditeurs qui joueraient les limited, c'est la compétitivité, comme on en parlait il y a 2 minutes, des stacks, donc que ce soit des stacks champ avec les stacks Bayern, PSG, ou les stacks Chal avec l'Ajax, qui est certes un peu moins compétent cette année, mais ou le Celtics, Zenit, etc. En U23, je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui soit éligible à un stack en fait, où il y ait les 3 lignes de joueurs de champ et le gardien qui soit U23 et hyper compétitif. Donc ça permet d'avoir une variance dans les équipes type, même s'il y a tous les GOAT, on va pas se mentir, mais il y a au moins cet aspect de dire le mec il aligne 5 joueurs de la même équipe, ils vont faire 80 tous ensemble. C'est quasiment impossible. Voilà. Alors que là en U23, il y a quand même cette étude du match-up,
voilà, enfin de la forme du moment, etc. qui rentrent vraiment en compte et donc qui rajoutent un aspect plaisir au jeu. C'est clair, je te suis parfaitement. Bah écoute, c'est une belle transition pour aborder ton sujet de prédilection. Alors on avait pas mal échangé là-dessus et puis tu m'as proposé, et je suis content que tu m'aies proposé ça, comment réussir ses débuts sur Sora. Et lors de la préparation de l'émission, je t'avais également dit que j'ai déjà reçu pas mal d'MP sur Twitter et même sur Discord en me disant c'est bien tes podcasts, c'est génial, mais il faudrait faire un numéro spécial pour les débutants. Alors on l'a pas fait, le numéro spécial pour les débutants, mais en tout cas on va en parler ici pendant une petite vingtaine de minutes et comme ça on pourra échanger là-dessus. Donc je te laisse démarrer ton tuto audio sur comment bien réussir ses débuts sur Sora. Bah écoute, c'est avec plaisir que j'évoque ce sujet-là, tu vois, j'avais d'autres idées et puis je me suis dit finalement avec les demandes aussi que j'ai de mon côté sur Twitch, ça pouvait être l'occasion de faire quelque chose entre guillemets qui va résumer mais qui peut être intéressant pour les nouveaux joueurs. Alors bien évidemment, avant de commencer, je vais dire que j'ai pas la science infuse, je suis pas l'expert de Sora, donc faudra regrouper les informations et échanger avec d'autres personnes, mais je pense que ça peut être déjà une bonne base pour commencer sur le jeu. Donc les premiers points que je dirais qui sont très importants et parfois c'est les premiers qui sont pas respectés, comme moi j'ai pu le faire avec Fields, c'est l'arrivée sur le jeu. Donc premièrement et hyper important, c'est ne pas se précipiter. Donc c'est-à-dire on arrive sur un stream ou sur une vidéo et puis voilà, on y va. Non, il faut commencer à appréhender entre guillemets le jeu. C'est un jeu d'argent, j'aime pas dire ça, c'est un investissement, mais avec de l'argent. Ça nécessite une dépense, on va dire, pour investir. Donc faut définir son budget et son budget définitif. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire j'y vais avec 100 €. Comme moi aussi, j'ai pu le faire au début. Je suis vraiment le contre-exemple de ce que je vais dire, mais c'est par expérience. Oui, c'est comme ça qu'on acquiert aussi de l'expérience. Exactement. On apprend de ses erreurs, donc c'est aussi intéressant que j'ai pu dire mon aventure à moi et ce que maintenant je vais conseiller aux autres, c'est définir un budget définitif. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux rentrer sur Sora, je mets 300 €. 300 € parce que je peux me le permettre. C'est-à-dire que je suis prêt à les perdre, ces 300 €. C'est vraiment une idée qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas pour faire peur aux gens de venir sur le jeu, loin de là. Mais ça reste un investissement. Et écoute, c'est comme dans certains jeux, même maintenant, même sur PS4, sur PS5, pardon, parce que chez nous on a une PS4, on n'a pas encore la PS5. Oui, moi aussi, je t'assure. Tous ces jeux-là où t'as des... je sais pas, tous les trucs que tu peux acheter dans le magasin, au début, tu te prépares pas à ça, quoi. T'achètes le jeu, et puis tu te dis, j'ai déjà un petit âge, donc à l'époque, nous, on achetait le jeu, et puis c'était tout. Il y avait pas de jeu en ligne, et ces boutiques, les free, comment on appelle, les play to earn, les free to play, soi-disant free to play, mais t'as toujours la possibilité d'acheter des pièces de je sais pas quoi ou des... les skins. Les skins, voilà, merci. Pour évoluer, pour avoir un autre look, il y a quand même très peu de gens aussi qui, quand ils achètent un jeu, ils se disent, voilà, je vais mettre, ça c'est mon budget pour progresser plus vite ou pour prendre un autre délire, avoir un autre délire dans le jeu. Donc, ça équivaut aussi pour ces jeux-là et pas seulement pour un jeu comme Sora, quoi. Mais là où Sora se différencie de ces jeux-là, c'est que aujourd'hui, ce qui va être, entre guillemets, dépensé, va pouvoir se garder 1 année, 2 années, 3 années. Alors que par exemple, un jeu, à un moment ou à un autre, ça devient obsolète. Moi, par exemple, je suis très bon exemple de ce que tu viens de dire avant, c'est que j'ai dû lâcher un SMIC dans les skins Fortnite. Donc j'ai 31 ans. Quand je disais tout à l'heure que j'ai une vie d'un gars de 25 ans, c'est encore un exemple qui confirme ce que j'ai dit. Donc et aujourd'hui, Fortnite, je n'y joue plus, ça ne m'a rien apporté, aussi bien financièrement que dans ma connaissance ou autre. Tu sais pas les revendre. Donc j'ai essayé, mais faut donner ses identifiants et tout. Moi, je suis un peu quelqu'un de parano, etc. Donc, j'avoue, j'ai peur de me faire pirater, des trucs comme ça. Donc, j'avais essayé, j'avais mis sur eBay ou trucs comme ça, mais si j'y ai pensé parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent. Mais bon, Fortnite, c'est pareil, ça a perdu de sa hype et tout, donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça serait valorisé de façon assez conséquente. Mais voilà, les erreurs de jeunesse. Même si Fortnite n'a pas 10 ans. Après, c'est vraiment ce qu'il faut noter comme idée, c'est la définition du budget. Et ça va de pair avec ne pas se précipiter, c'est que faut vraiment poser les bases de quand on va rentrer sur le jeu. Là, pour l'instant, on n'y est pas rentré, mais on se renseigne et on définit un budget pour lequel on va investir dans Sora. Et je dirais la
dernière chose qu'il faut faire, donc à l'arrivée sur le jeu, du moins à la prise de connaissance du jeu, c'est bien choisir son parrain. Alors là, il n'y a pas d'instant promo ou autre, je suis pas là pour ça, mais dans les MP, je sais pas, peut-être toi, si tu as ce genre de demande aussi, bien trop souvent, en fait, il y a des gens qui ont déposé et qui ont déposé parce que justement, ils ont vu une pub ou une vidéo YouTube et finalement qui se retrouvent sur le jeu et qui n'ont personne, entre guillemets, à qui demander des conseils, etc. Ce qui pour moi est le rôle du parrain, vraiment. Au-delà de faire gagner une carte limited, c'est vraiment le rôle du parrain. Et ce rôle-là, il doit pas du tout être mis de côté. Et donc, dans ses choix pour venir sur le jeu, le choix du parrain a son importance parce que c'est la personne qui se doit, entre guillemets, donc je vais pas donner de conseils aux gens qui donnent leur lien de parrainage, mais c'est moi le rôle de parrain, je le vois vraiment comme, entre guillemets, le tuteur. T'as une sorte de responsabilité par rapport à la confiance qu'il t'a donnée. Exactement. Alors après, il faut avoir ses limites, hein. C'est pas, on n'emmène pas l'enfant à l'école, hein. C'est pas ça non plus. Moi, la première chose, par exemple, quand je reçois au-delà, des filleuls ou des personnes qui me démarchent sur Twitter, est-ce que tu aurais un gardien à me proposer pour 0-1? C'est vraiment le genre de question, c'est pas que je déteste avoir, mais que je ne réponds pas de façon favorable parce que je dis aux gens, ciblez par vous-même 3-4 gardiens et après moi je pourrais donner éventuellement mon avis. Mais parce que du coup, en demandant l'accompagnement plus d'une personne, finalement cette personne-là, elle va pas prendre la peine de chercher sur son hard data, donc elle va pas prendre en main l'outil, elle va pas faire son propre avis sur le joueur, du coup ça va pas augmenter sa connaissance d'une équipe ou autre par rapport au clean sheet, etc. Donc en fait, ça perd 80% de l'intérêt de Sora. Donc voilà, c'est le parrain, il est t'as le risque aussi, je sais pas moi, il y a un changement d'entraîneur ou le gardien se blesse, ou bien changement d'entraîneur, je sais pas, ou n'importe quel paramètre qui pourrait faire en sorte que le scoring du joueur est beaucoup moins bon, et puis après tu pourras avoir mais bon, tu m'as conseillé un tel, donc je te suis aussi parfaitement. Et puis moi je reçois aussi pas mal d'MP avec Mediasorar. En fait, ce qu'on a fait de toute façon avant, quand j'étais pas dans Mediasorar, j'avais quasiment pas de filleul, c'était vraiment par hasard, je vais dire ça. Je crois que j'en ai 6 à l'heure actuelle, mon nom personnel. Mais sinon, Mediasorar, voilà, on a mis un guide qui est téléchargeable gratuitement avec les conseils que tu as donné, définir son budget, pas se précipiter, donc tout le monde peut le télécharger, et je pense qu'il est vraiment bien fait. Il est bien, ouais. Fait aussi pour ceux qui se lancent vraiment avec nous, il y a un call d'abord avec moi où je définis la stratégie, où j'essaye vraiment de me mettre à la place de la personne. Il y a un call ou visio, et puis faut passer le temps, et puis faut prendre le temps en fait pour bien conseiller, bien comprendre le mindset, ses points forts, etc. Et puis ensuite, il y a comme un peu pour toi et pour toutes les personnes des questions, et moi quand on pose une question, tel ou tel joueur, j'aime bien aussi donner les points positifs, les points un peu plus négatifs, les risques éventuels, quand attention, celui-là pourrait être tradé parce qu'il y a des rumeurs de ci, de ça. Donc il y a ce sentiment de responsabilité par rapport à ces filleuls. Ouais. Non mais exactement. Tu vois, c'est exactement la vision que j'ai, c'est ça. Et mine de rien, quand le travail est fait en amont et de façon cohérente, après on se rend vite compte que les filleuls reviennent, mais que vraiment par bride pour tel ou tel avis, mais ils sont vite épanouis parce que les bases ont été posées rapidement. Et quand on connaît l'importance des débuts sur Sora pour appréhender le jeu et y prendre du plaisir, c'est vraiment un choix qui doit être fait avec minutie, je dirais. Donc quand tu as des demandes de conseils, d'un nouveau filleul, et qui frappe à la porte, tu échanges aussi avec lui par rapport, donc évidemment tu lui demandes son budget, mais est-ce que tu as aussi des managers qui veulent se lancer plus dans l'achat-revente que dans les SO5 Alors de prime abord, vraiment non, qui sont venus instinctivement me dire je voudrais me lancer mais dans la R. Par contre, moi ça m'est arrivé, surtout pour les personnes qui ont des budgets vraiment restreints et quand il n'y avait pas les petites ligues de disponibles, des trucs comme ça, ouais. Voilà, de dire peut-être que là il serait plus judicieux de d'abord pour augmenter entre guillemets ton capital d'investissement et pouvoir être compétitif en SO5, de te lancer un petit peu dans la R. Le problème c'est que quand les gens arrivaient à leur faire entendre ça, quand ils arrivent sur un jeu de foot pour jouer à un jeu de foot, c'est compliqué. Mais moi c'est vrai que je me cache pas et je leur dis parce que c'est aussi ça le but. Enfin, tu vois, quand tu as ce rôle de parrain, c'est de pas fermer les yeux sur les difficultés qui pourrait y avoir dans un futur proche si la personne se lance
performance en SO5. Tu vois, c'est pas honnête et c'est clairement pas le but parce que tu sais que ça va générer de la frustration, que la personne va pas être compétitive et que, sauf miracle, hein, un alignement des planètes et un bump bankroll sur une T0, ça, c'est ouvert, hein, ça peut exister, mais on connaît un petit peu les ratios et c'est très très rare. Donc, de leur dire, voilà, tu peux faire de l'achat-revente, surtout sur un marché limited qui est assez liquide. Voilà, sur de l'achat-revente rapide par contre, parce que quand il est liquide, il peut être aussi très bien liquide vers le haut que vers le bas. Donc il peut vite y avoir des pertes significatives. Mais si quelqu'un, et puis après c'est aussi une question de temps, parce que l'AR, surtout sur des flips rapides, pour moi ça prend du temps, c'est beaucoup de spam. C'est pas, voilà, c'est donc faut être sur le marché le marché secondaire assez souvent. Les enchères c'est compliqué avec les bots. Donc ouais, voilà. Mais il y a moyen d'avoir un retour sur investissement assez intéressant, mais faut y prendre du temps. Après, vraiment dire aux gens, leur faire entendre raison sur l'AR quand ils viennent pas de leur propre initiative faire de l'AR, c'est compliqué. Ou bien, moi je te posais la question plus parce que j'ai déjà eu des demandes de managers qui voudraient, qui se lançaient, qui avaient un budget, un petit budget et qui dit moi je veux faire du SO5, je veux faire de l'AR. J'ai dit ça sera pas possible. Je peux pas faire les deux, même pour les personnes qui ont beaucoup de temps, c'est très compliqué. Et d'être compétitif en SO5 et être compétitif en AR avec un petit budget. Je leur dis on va essayer de voir ensemble quel pourcentage, pourquoi pas allouer à l'AR ou bien t'en as qui veulent les trois. Donc t'as le SO5, t'as l'AR et t'as acheté des petites pépites aussi qu'ils aiment bien. Ils disent mais le problème c'est que vous allez acheter des petites pépites. Ça je présume que sont des erreurs que tu rencontres assez souvent aussi. Acheter des petites pépites, mais le problème c'est que les pépites, elles sont pépites brutes, c'est-à-dire qu'elles sont sur le banc ou au mieux elles font quelques minutes, des trucs comme ça, mais elles ne sont pas utiles à SO5. Et puis il dit mais là je suis bloqué, j'arrive pas à être compétitif avec SO5 parce que j'ai des joueurs qui ont mangé une partie non négligeable du budget d'origine et qui malheureusement plombent un peu les performances, quoi. Je pense que c'est l'erreur principale, hein, alors je pense que c'est les deux erreurs les plus, tu me diras si je me trompe, mais les deux erreurs que tu rencontres le plus sur des personnes donc là c'est pas forcément des filleuls, hein, c'est des gens qui viennent te voir après via les streams ou Twitter, etc. Les deux erreurs principales que tu vois, c'est la première personne qui a misé entre guillemets sur des pépites, donc des pépites soit même affectives, hein, des pépites du club de cœur ou trucs comme ça, et puis qui se rend compte qu'il n'y a pas d'éclosion et qu'il n'y a surtout aucune rentabilité sur le SO5. Et la deuxième, c'est la personne qui s'est dit plus j'ai d'équipe, plus je vais gagner. Donc là, c'est les deux erreurs qui sont les plus présentes quand il y a des personnes qui viennent te demander conseil. Donc et c'est vraiment les deux qu'il faut éviter, quoi. C'est frustrant par exemple d'aligner qu'une équipe, c'est sûr, parce que ton équipe, t'as un joueur qui joue le vendredi, ton joueur soit est benché ou fait un 30, ta game week est fichue. Mais tu alignes 4 équipes avec entre guillemets des garçons bancals, peut-être que le vendredi tu vas avoir qu'une line-up de morte et 3 en vie, mais finalement le dimanche t'auras le résultat identique à ton vendredi avec une équipe. Alors que par contre sur un mois par exemple et 8 game week, tu vas privilégier la qualité avec des joueurs compétitifs et qui potentiellement jouent l'Europe, donc tu vas faire 8 game week et avec des scorings plutôt cohérents et décrocher des rewards selon moi, plutôt que d'aligner 4 équipes par week-end. Donc finalement ça fait que 4 game week avec 4 équipes certes, mais avec des garçons qui vont pas scorer et finalement qui vont peut-être même perdre en valeur. Donc c'est un engrenage, et puis du coup quand la prise de conscience va avoir lieu que qualité est bien supérieure à quantité, la galerie aura potentiellement perdu 20-25% de sa valo et l'investissement de départ sera moindre, et pourtant il faudra partir sur de la qualité, quoi. Et donc je pense que c'est les deux erreurs. Après c'est un choix aussi de prendre ses pertes pour mieux repartir. Moi j'ai aucun problème perso avec ça. De temps en temps j'aime bien prendre mes pertes pour repartir d'un bon pied ou pour viser un joueur que j'avais vraiment envie, malgré que on peut se tromper, et heureusement parce que si on se trompait pas dans le jeu là, ça serait juste ce serait plus un jeu en fait. Moi tu vois, quand les personnes viennent sur ce point là par rapport à ils se sont dispersés, ils ont acheté plein de joueurs, c'est exactement ce que je leur dis. Alors c'est dur pour moi de leur dire à eux accepte tes pertes, mais en fait il faut c'est comme tu dis, il faut accepter avoir fait les mauvais choix et se remettre en question, hein. Sorare, honnêtement c'est une continuelle remise en question, hein. Les choix, c'est parce que les choix sont faits à un instant T et tu te bases sur des performances
se passer. Donc le football, ça reste quand même une science inexacte. C'est pas pour rien que voilà, il y a des fois des équipes qui vont battre des favoris, ultra favoris. C'est pareil pour les joueurs et leurs performances. Ils peuvent très bien perfer sur 6 mois et puis s'éteindre complètement. Comme un Ben Arfa par exemple, d'une année à une autre, c'était l'ombre de lui-même. Donc et il y a plein d'autres exemples. Donc c'est les super GOAT, voilà. Mbappé ou Messi, ou des Kimmich, ça évidemment sont des joueurs, tu peux les mettre dans n'importe quelle équipe, sont des joueurs qui sont au-dessus du lot, donc évidemment, pour prendre un exemple d'une grosse équipe, par exemple Liverpool, depuis le début de saison, un Salah, un Luis Diaz, même Van Dijk, etc., c'est vraiment pas terrible, et pourtant sont des gros joueurs dans une très grosse équipe, mais qui a du mal à débuter sa saison, quoi. Donc c'est les vérités d'aujourd'hui ou d'hier, c'est clairement pas les vérités de demain, et t'as tout à fait raison par rapport à ça. Ouais, oui, et puis tu peux citer aussi par exemple Timber, avec juste un changement de coach et entre guillemets de tactique, et la qualité du joueur est toujours là pourtant, si tu veux. Donc là on part vraiment d'un aspect Sora où le scoring est plus du tout le même, mais ou Koksu qu'on citait tout à l'heure. Donc voilà, il faut accepter faire des mauvais choix, ou même il nous semblait bon à l'instant T, et puis il s'avère que des choses ont évolué et ils sont plus forcément au petit pour la galerie. Donc oui, il faut savoir prendre ses pertes. Mais c'est dur. C'est pas trop dur à dire ça en tant que conseiller bancaire. de quoi d'accepter de prendre ses pertes? C'est pas des choses qu'on pas aime dire. Pas vendu, pas perdu. Là, des fois, non, il faut mieux le dire, faut vendre, parce que c'est... Voilà. Non. Tu changes de casquette, là, le discours est différent. Ouais, oui, mais parce que on n'est pas sur les mêmes sujets quand même. Comme j'ai dit tout à l'heure, mais je t'ai obligé de la sortir, celle-là. faut investir que ce qu'on est prêt à perdre. Voilà. Quand moi je reçois mes clients, là, tu vois, il y a des choses qui peuvent être perdues et qu'on s'attendait pas à perdre et qu'on n'est pas prêt à perdre. Donc, il y a quand même une nuance. Mais j'avoue, bien joué la ref. Bien joué. Donc, voilà. Continuer. Bon père de famille, quoi. Le bon père de famille aussi, c'est compliqué aujourd'hui. Mais non, après, parce que du coup, on a quand même évoqué des sujets que je comptais déjà aborder. Donc, c'est ce que je dirais, c'est définir sa stratégie en fonction du budget. Et ça, le faire au préalable, même avant d'avoir déposé. Parce que peut-être on va définir un budget définitif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va faire son scouting, etc. Et on va se rendre compte que il manque 0,025. Et il vaut mieux mettre les 0,025 si on est capable de le faire dès le début, plutôt que de déposer, se rendre compte qu'on va manquer de fonds et redéposer finalement 0,02. Voilà, alors ça c'est psychologique, mais on va avoir du mal à redéposer que 0,025, on va dire il y a un peu de frais, etc. Et puis on va déposer en fait plus qu'on devait le faire. Et là c'est là où on va se mettre en difficulté. Donc c'est vraiment, là j'aborde l'aspect psychologique, quoi. Je suis quelqu'un d'assez entre guillemets bienveillant, et des fois ça m'embête parce que même sur Twitter tout à l'heure je disais c'est cancer et autres, et des fois je vois des remarques et puis souvent des mêmes personnes, et je l'avais déjà dit sur un de mes streams, mais quand il y a une personne qui un jour se plaint, 2 jours se plaint, 3 jours se plaint, c'est qu'il y a une atmosphère malsaine qui est en train de se créer chez elle, et c'est peut-être là, sans juger et sans te faire conclusion hâtive, mais c'est un ressenti que j'ai, c'est peut-être là une personne qui a déposé pas une somme qu'elle était prête à perdre, et qui est du coup pas à l'aise avec son investissement, et qui va avoir tendance du coup à créer un contexte anxiogène sur son aventure Sorare, et qui du coup va faire que de se plaindre. On peut avoir des plaintes, moi-même j'en ai des plaintes, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais du coup il peut y avoir des plaintes, mais quand c'est continuel, ça veut dire que la personne n'est pas sereine avec sa venue sur Sorare et son investissement, et du coup moi c'est vraiment ce que je vais éviter quand quelqu'un commence le jeu, qu'il soit frustré par des résultats, etc. Un DNP, etc. Ça c'est normal, on est des compétiteurs, on vibre pour Sorare, donc ça c'est toujours embêtant et c'est normal, mais toujours être continuellement dans le reproche, etc. C'est pas bon. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond que la frustration d'une mauvaise game week. Donc voilà, moi ça c'est ce que je vais éviter, et du coup c'est pour ça que bien définir son budget. C'est un sujet que j'avais abordé avec Snieg justement. Le podcast a été diffusé hier, donc c'est un peu difficile que tu l'aies. Ouais, je l'ai pas écouté. J'ai vu Snieg poster, mais je t'avoue j'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Il parlait justement de l'évolution du jeu de Sorare, qui n'est plus un projet mais qui est un jeu à proprement dit, et donc il faut le voir comme un jeu. Et c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, on met de l'argent quand on a envie d'être compétitif et gagner des cartes, parce qu'il y a toujours ce gameplay évidemment qui est gratuit, et avec maintenant plusieurs gameplays différents en
en utilisant ces cartes common. Mais voilà, c'est à partir du moment où on voit Sora, on ne le voit plus comme un jeu et que ça vraiment ça déborde sur sa psychologie, sur sa bonne humeur, c'est que c'est pas bon. Après, il y a des managers qui aiment bien pleurer et je le dis d'autant plus que dans le groupe Discord dans lequel je suis sur le So Addict, on dit Game Week de merde avec ma petite tête. Ils ont créé un petit émoticône parce que j'aime bien pleurer, mais ça fait partie du folklore, tu vois. Je me rappelle très bien d'une Game Week où t'avais eu, je crois, un DNP et que t'avais fini quand même dans T0. C'est très très compliqué, mais bon voilà. Mais après tu dis mais bon, si je l'avais pas, j'aurais terminé premier. Dis tant pis. Le principal c'est c'est de gagner aussi quelque chose. À partir du moment où on gagne quelque chose, il faut quand même être très content. Et puis après, il y a une part de frustration, mais ça part vite parce que aussi dans le fait d'échanger aussi, ça permet d'apaiser. Non, mais c'est vrai. Non, mais puis quand bien même, il faudrait être hypocrite de dire que parce qu'on a un DNP et qu'on a quand même une super T1 ou un bas de T0, oui, c'est super. Oui, ça c'est super. Tu te le dis une semaine après, mais sur le coup, c'est impossible, c'est inconcevable de se dire le DNP sort de nulle part. J'aurais pu effectivement aller chercher la première place. Comme je disais tout à l'heure, on est des compétiteurs. Voilà. Et moi, ça, je le condamnerai jamais parce que ça, c'est la compétition. C'est ce pourquoi aussi on est sur Sora. Moi, c'est plutôt les personnes qui vont avoir tendance à beaucoup se plaindre des aspects du jeu. Ça, à un moment, tu peux le faire, mais quand c'est à répétition, c'est qu'il y a un problème plus grand que ça dans l'aventure Sora de la personne, quoi. On y viendra juste après en parlant du sujet d'actualité, les frustrations par rapport à Reward, mais c'est un autre volet. Je te laisse continuer par rapport aux achats. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner? Se précipiter quand il y a quelqu'un qui commence sur le marché secondaire ou bien attendre les enchères? Quel conseil là justement, là je veux parler de la construction du pool. Donc là, ça y est, on est sur Sora, on est vraiment, l'aventure a commencé. Du coup, la partie importante du scouting va se faire en ayant au préalable pris la peine de se documenter. Du coup, donc en allant voir des vidéos YouTube. Donc les vidéos YouTube, c'est vraiment les vidéos qui vont aider les gens à prendre en main les outils Sora. Je suis pas hyper je ne dénigre aucun travail qui est fait, mais je suis pas forcément encore comme en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure très fan des vidéos pépites, etc. Je pars du principe que chacun doit être sur le jeu pour faire ses propres recherches et dénicher ses propres joueurs. Voilà, sans dénigrer quoi que ce soit, c'est pas mon but, mais c'est juste un avis personnel. Donc après, bien prendre en main les outils. Donc Sora Data, Transfermarkt aussi qui peut être utile pour les années de contrat, etc. qui peuvent être intéressantes aussi pour les joueurs qui vont être achetés sur des fins de championnat, etc. qui vont peut-être avoir tendance à aller voir ailleurs et du coup faire évoluer leur scoring. Et du coup, une fois qu'on a commencé à prendre en main les outils, il va falloir donc bien scouter ces joueurs pour la stratégie qui a été établie au préalable et le budget, surtout le budget. Et donc le conseil que je peux donner vraiment, où moi je sais que je fonctionne comme ça et c'est vraiment utile, c'est de se faire un fichier Excel avec les joueurs ciblés, pas forcément les joueurs qui vont être achetés, mais les joueurs ciblés, et puis mettre le plus d'informations possible qu'on aura été chercher sur Sora Data, mais pour avoir un visuel sur chaque joueur. C'est-à-dire que sur Sora Data, on va avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes avec des joueurs différents pour un poste donné. Et moi je sais que je note les joueurs et puis après je vais faire le L5 que je vais décomposer, le L15 pour avoir une comparaison visuelle de chaque joueur au même poste et de se dire ok, lui il est peut-être plus régulier, etc. Et du coup je sais que ça m'aide beaucoup. Donc moi voilà, c'est un conseil que je pourrais donner. Et surtout le dernier conseil, parce que je l'ai vu aussi avec mes filleuls, et là ça en parle encore du parrainage et malheureusement ça on n'a pas la main, hein. Les gens sont aussi des grands garçons, donc ils font leur propre choix, mais c'est lors des premiers achats, et surtout pour les personnes qui arrivent déjà sur le jeu avec un petit budget, c'est pas se précipiter sur les 5 enchères. C'est ça, je l'ai vu, et même pour des gens qui sont pas passés par mon lien, ils ont fait ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'appât de cette carte gratuite qui va faire acheter 5 joueurs à je sais pas 2 €, 3 € pour valider la carte, et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Les premiers achats c'est les plus importants, c'est ce qui va définir la stratégie. Les enchères, il faut les cibler quand vraiment il va y avoir par exemple un nouveau club qui sort. Donc là il y a une supply assez importante de cartes limited. Ne pas se précipiter sur les premières cartes, parce que bien souvent c'est celles qui vont partir de façon assez élevée, parce qu'il y a cette histoire de bonus d'XP. Donc c'est vrai que je l'ai pas détaillé ce bonus d'XP, mais pour faire simple, une carte d'une nouvelle saison bénéficie de 5% d'XP supplémentaire par rapport aux anciennes cartes des éditions précédentes. Et du coup forcément quand les nouvelles sortent, c'est celles qui sont prisées par les managers parce qu'elles vont avoir les 5% de l'année en cours. Oui, et elles vont progresser aussi plus vite que celles des années précédentes. C'est ça, donc une carte qui va être
être à 5% de l'année précédente, enfin à 10, ça va passer à 5, donc elle sera de façon équivalente, mais les niveaux suivants vont être plus durs à passer au niveau d'XP. Du coup, la nouvelle saison augmentera plus rapidement et du coup, les 10, 15, 20 premières vont partir à un prix, je pense, assez élevé, mais il y a quand même une supply assez importante qui va permettre d'avoir les cartes à un bon prix. Donc les enchères, moi je les prioriserais sur ces périodes-là, quand il y a beaucoup de supply. Comme après, pour le moment, avec le lancement il y a les 15 clubs italiens, etc. Donc là, on voit pas mal de cas. Et j'ai pas... Après, le seul truc, c'est pas un bémol, mais c'est une petite remarque, c'est que si tu attends et que c'est un joueur qui perf très fort pendant la période entre la sortie des premières cartes et puis t'attends 1 ou 2 semaines avant de te positionner dessus, ou 3 semaines, c'est surtout le cas en rare où évidemment le supply est, l'émission des cartes rares est quand même 10 fois plus ou moins 10 fois plus lente qu'en limited. Si tu visais un joueur au début et qui tape des super scores, et malheureusement tu pourras pas l'avoir au prix auquel tu l'avais envisagé. Ça peut arriver, ça fait partie du jeu aussi. Non, ça, clairement c'est au niveau des enchères. Les enchères, moi je le conseillerais en rare quand vous avez un achat à faire. Moi je l'ai vu quand j'ai ciblé, j'avais fait ma levée de fonds. Quand il y a des enchères en rare, il faut s'y positionner à 90% sur les enchères. Parce que forcément, comme tu dis, la supply est beaucoup moins élevée. Et du coup, finalement, au cours de l'année, les vendeurs sont beaucoup plus en position de force que les acheteurs. Sauf au moment où il y a une enchère. Donc les enchères sont hyper importantes pour les rares. Après pour les limited, je pense que du coup c'est un peu différent. Surtout quand t'as vu que t'as beaucoup d'éditions. Si t'arrives sur une période creuse en enchères, forcément tu vas avoir quand même pas mal de négociations possibles avec les managers parce qu'il y aura beaucoup de cartes en vente. Donc aller taper à la porte de 3-4 managers. Et pour justement sans transition, je vais dire, au niveau du marché secondaire, ne pas être pressé aussi dans les achats. Ne pas panic buy un joueur parce que on veut absolument jouer la Game Week. Il y a tellement d'offres sur le marché qu'il faut pas hésiter à aller sonder une personne, 2 personnes, 3 personnes, parce que c'est pas donc dans le respect. Je parle en connaissance de cause, mais les offres à moins 50% du floor price, c'est très peu apprécié, hein, on va pas se mentir. Mais essayez de négocier. Il y a de l'offre, beaucoup en limited, et je pense que du coup on a tout intérêt, surtout à budget limité, à aller négocier les prix d'achat de ces joueurs. Voilà. Et donc après, en fait, ce qui précipite aussi les gens, c'est une fois qu'ils se lancent dedans, c'est qu'ils ont pris toutes les infos. Évidemment, ils veulent aligner le plus rapidement possible une équipe, et c'est souvent ça la raison qui les précipite. Il y a peut-être l'appât, de la carte gratuite, mais il y a aussi la volonté d'aligner une équipe le plus rapidement possible. Et malheureusement, il faut essayer de temporiser ses ardeurs. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce petit paragraphe par ne pas se précipiter, parce que forcément, on est humain, et moi le premier, je suis pas un exemple de patience. Donc, quand t'arrives sur quelque chose de nouveau, où tu sais que tu vas prendre du plaisir parce que t'adores le foot, tu connais, comme je disais, mon petit gazon, t'adores la fantasy, t'as envie d'y aller de suite. Donc c'est compliqué de se canaliser, mais vraiment c'est important de le faire. Et du coup, donc la prochaine étape, on arrive. Le dernier paragraphe, c'est du coup, après qu'on ait bien pris le temps, je dis pas de prendre un mois, mais qu'on ait bien pris le temps de faire toutes les étapes, c'est la première Game Week. Et là, la première Game Week, c'est là où on rentre dans le vif du sujet, hein. Donc c'est la sélection des joueurs engagés. Donc moi, les critères que je conseillerais, il y en a peut-être d'autres, mais c'est donc les match-up, c'est de sélectionner aussi par rapport à la forme du moment. Et bien évidemment, et là c'est vraiment d'actualité, c'est les chances d'être titulaire. Donc les chances d'être titulaire aujourd'hui, c'est quand même assez important, parce que on connaît le rythme effréné jusqu'à la Coupe du Monde, et que du coup les clubs vont... Les équipes engagées en Coupe d'Europe, c'est voilà, exactement. Donc il y a quand même des outils qui sont assez intéressants. Donc il y a, alors je sais pas pour faire de la pub, mais c'est les sites que j'utilise, donc j'en parle. Il y a Play Sharper, et après je jumelle ça au compte Twitter des spécialistes des championnats des joueurs que je possède. Quand même pas mal d'infos, et aussi des Twitter des clubs en eux-mêmes. Je vais même aussi voir des fois les Instagram des joueurs quand il y a des joueurs incertains. Des fois il y a des petites stories sur le terrain, donc en entraînement collectif ou autre, donc ça donne des petites indications. Voilà, à la gym ça sent pas bon. Ça sent pas bon, voilà. Exactement, c'est ça. Sauf s'il revient d'une très longue blessure, là c'est encourageant.
Ouais, exactement. Tu vois, les Wirtz, Voilà. les Carlson, etc. Voilà, ça, tu vois, tu dis, ok. Spécifiquement à Wirtz. Ouais, bah je l'ai en limited aussi et ouais, j'ai suivi ça assez intensément, mais ouais, super joueur. On a hâte qu'il revienne quand même. Et après, du coup, il y a aussi quelque chose de très important parce que ça va apporter des points supplémentaires s'il est bien choisi. C'est le choix du capitaine. Donc pareil, moi c'est un petit tips parce que d'ailleurs tu pourras me dire si toi tu fonctionnes un peu pareil ou pas, mais moi principalement je vais avoir tendance à donner le brassard à un milieu ou un attaquant. Donc je vais à contre-courant du football IRL parce que souvent c'est les postes défensifs qu'on le brassard parce que c'est les gueulards, etc. Sur Sorare, je trouve que c'est moins opti d'aller donner son brassard à un défenseur, sauf exception, par exemple Douglas Santos. Je vois pas d'inconvénient à lui donner le brassard, par exemple. Oui, mais justement, moi il est systématiquement capitaine dans je t'aurais presque jeté la pierre si tu m'avais dit que c'était pas le cas. Parce que c'est un goat monumental. C'est un des seuls. Ouais. Donc parce que du coup forcément l'année passée il y avait Timber Martinez, c'était aussi quasiment systématique. Voilà. Il tapait la plupart du temps au-dessus de 80 points, donc. Bah là t'es serein, hein. Voilà, c'est ça. Il y a forcément des exceptions qui confirment la règle, mais je dirais qu'en termes de scoring général, t'as les defs qui vont pas avoir ils vont limiter les risques sur un scoring. C'est plus aléatoire les défenseurs. Ouais, c'est plus en fait le decisive score, il va être quand même parce que c'est quand même ce qui te permet de faire bump une note, à part comme on disait tout à l'heure les gros goats, il va être moins présent que par exemple un attaquant ou un milieu. Je dirais même que les milieux c'est vraiment pour moi le poste le plus intéressant. Ça dépend le poste qu'ils ont, s'ils sont 6 et qu'il y a vraiment aucune projection offensive, c'est compliqué, mais un bon 8 à la Virman ou voilà un Virman, Koksu, mais Koksu c'est plus trop vrai aujourd'hui, mais ça je pense c'est le profil type d'un bon capitaine, quoi. C'est un mec qui va sécuriser un scoring quand même assez régulier par du A-score, et s'il est décisif, et il a quand même tendance à l'être assez souvent, il tire les coups de pied arrêtés ou autre, c'est juste parfait. Par exemple, ou un Gakpo en tant que capitaine, c'est pareil, c'est un mec, même en n'étant pas décisif, parfois il va réussir à faire 65, donc avec un décisif c'est 90, c'est juste parfait pour capitaine, en tant que capitaine, quoi. Et enfin la dernière petite note que je pourrais donner, c'est sur le choix de la division. Alors ça revient souvent sur Twitter ou même sur les Discord. À votre avis, plutôt AS ou plutôt Chal ou plutôt Champ? En vrai, je trouve qu'il n'y a pas de vérité générale parce que il y a plus de rewards en AS, mais autant s'il y a plus de rewards, c'est qu'il y a plus d'équipes aussi qui y sont engagées. Donc ça dépend vraiment du pool qu'on s'est constitué et des possibilités qu'a notre pool à aller chercher très haut dans les divisions particulières. Si on a, comme on disait tout à l'heure, la Champ et la Chal, quand il y a les full stacks, c'est très compliqué. Pour autant, si on a une équipe très compétitive capable d'aller chercher une T1, la T1 elle va peut-être être plus intéressante en Champ qu'en AS où c'est plutôt générique. Par contre, l'AS, ce qu'elle offre, c'est plus de rewards et du coup, plus de chances d'en avoir une, même si la valorisation sera moins importante dans la plupart des cas. Au moins le premier palier, voire le deuxième évidemment quand on. Ouais, ça en rare, ouais. Non, mais en rare c'est. Oui, en rare, oui, sorry. Ouais, non, en rare, parce que je pars du principe, tu sais qu'il y a, je pense aujourd'hui que je sais pas, ça serait intéressant d'ailleurs de voir s'il y a des stats qui peuvent être sortis de combien de pourcentage de joueurs arrivant sur ce rare va sur les limited et va sur la majeure partie. Non, t'as je pense aussi, mais c'est à part je pense les gens qui ont déjà eu de la crypto de côté et qui sont capables d'arriver avec un budget conséquent, mais du coup bien sûr en AS rare, c'est pour moi la division à privilégier. Si on n'a pas les moyens par exemple d'aligner 2 ou 3 équipes, c'est celle qu'il faut privilégier parce qu'elle assure quand même une rentabilité assez intéressante via les paliers, quoi. Aujourd'hui c'est une aubaine d'avoir les paliers. Écoute, je te suis parfaitement par rapport à ce que tu as dit. Il faut regarder les poules, le nombre de places gagnantes, les éventuels match-up. Tu parlais beaucoup de Slack, tu en alignes souvent. Moi je t'avoue, perso, c'est très rare. C'est vraiment très très rare, sauf s'il y a des match-ups compliqués. Là j'aime bien les mettre pour le coup en AS rare en dernier, parce que je me dis ça va de toute façon assurer quelque chose, les paliers. Mais j'aime bien, moi c'est vraiment au feeling par rapport au match-up. Je peux vraiment mélanger dans tous les sens. Je crois pas qu'il y a j'ai pas une équipe type en fait. Alors tu parles d'avoir un 5 vraiment, un 5 type et puis du coup tu l'alignes tout le temps sur une division? Ouais, il y en a beaucoup qui le font quand même.
Ouais, non, moi je suis plutôt un peu comme toi, moi. Moi, il y a pas de. Quoi. Bon, ouais, enfin, bon, t'as Mbappé, quoi. Tu vois, genre Mbappé. Oui, mais là, c'est voilà, tu le mets n'importe voilà, où, c'est bon, quoi. Comme on disait tout à l'heure. Mais non, sinon moi j'ai une division que je priorise par contre. Mais je pense que comme toi, tu dois te dire voilà, j'ai cette division parce que tu sais, tu dois avoir des joueurs qui ont la double casquette ou quelque chose, enfin, tu vois, qui peuvent aller en champ et en U23 ou non, toi t'as vraiment tes joueurs de champ, tes joueurs de U23 et Non, ça peut mixer. Là par exemple hier il y avait le match de Champions League et Mbappé, je l'ai pas mis en U23, je l'ai mis en champ. Voilà, ça ouais, c'est pas systématique. Par contre, des très bons joueurs, tu parles de Douglas Santos par exemple, ou j'ai Wendell et Serre. Eux, je suis plus enclin à les mettre en AS Pro qu'en Challenger Pro. Pourquoi ? Parce que évidemment, si tu rentres dans les places gagnantes en AS Pro, c'est beaucoup plus intéressant qu'un reward en AS Pro qu'un reward en Challenger. Quoi. Ouais. Parce que tu peux taper des rewards champions en AS Pro, ce qui n'est évidemment pas possible, ou U23, mais gagner des rewards champ en Challenger, c'est juste impossible. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, il y a quand même quelques joueurs que j'identifie qui sont des gros joueurs, et alors là, parfois je les mets dans telle division, parfois dans telle ligue, mais c'est vraiment au feeling, quoi. Ouais. Bah moi, au niveau des joueurs, je fonctionne pareil, en fonction des match-ups, etc. Par contre, si tu veux, j'ai une ordre de voilà où je privilégie telle division, mais parce que c'est forcément j'ai pas ta profondeur de galerie, donc je suis un peu obligé de le faire. Mais tu vois, par exemple là sur ma nouvelle stratégie, je pense qu'il y aura quand même une grosse priorité donnée à la champ. Et puis après, donc ça veut dire que j'aurai des joueurs qui font double casquette, mais ça sera vraiment les meilleurs match-ups et autres en champ. Puis après, tu fais en cascade, ça sera sûrement donc la Chal dans un premier temps avant que l'Asia et la MLS soient terminées. Puis après ça basculera sur l'AS et la Chal en dernier recours, si possible. Moi c'est plus ou moins le même ordre. Je commence aussi toujours par la Champ. Et je termine en général aussi par la Challenger. Voilà. Donc c'est Champ puis 23 puis AS et je termine par Challenger. Mais après c'est pas une science exacte, ça peut changer aussi en fonction des match-ups et du nombre de places gagnantes et des belles places gagnantes. Voilà, ça évolue. Écoute, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos intéressantes pour les auditeurs, pour les managers qui débutent ou qui veulent débuter dans le jeu. On va directement attaquer le sujet, aller brièvement le sujet d'actualité, donc qui est chaud, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a pas mal de remous sur Twitter, parce que c'est là que que les gens se lâchent le plus, on va dire ça comme ça, par rapport à la classification des rewards, des gens qui tapent, je sais pas moi, une T1 à la 12e place, à la 25e place, qui est parfois moins bien valorisé qu'une T1 à la 33e place. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ce sujet-là, à part que Sorare doit essayer de vraiment faire mieux pour éviter ce genre de frustration? Je pense pas que ça sera très très long, mais je tenais à en parler parce que si tu veux, ça fait partie par exemple des plaintes que je trouve totalement justifiées sur le jeu. Je suis pas là pour pointer du doigt, mais je trouve que c'est vraiment justifié. Encore là, un très proche, une Brigitte a fini 28ème, donc c'était sa première T0. Donc tu vois, et il est sur le jeu depuis un moment. Donc je vais le citer en exemple, mais je ne l'ai jamais vu se plaindre, même en privé, quoi que ce soit. Il finit 28ème de la U23 Limited, et je vais donner donc des exemples pour que ça soit plus parlant. Il obtient TT, qui doit être à peu près valorisé à 0,075 dans ces alentours-là. Le 31ème, donc la première T1 U23, a eu le joueur de l'ASC, ou je sais plus comment il s'appelle, ce monsieur. Toujours est-il qu'il est valorisé en prix de vente à 0,21. Donc tu vois, il y a quand même une énorme incohérence. Et là où je suis pas hyper, c'est Casper Tangstedt. Donc c'est pas du tout l'ASC, c'est norvégien, je crois, le championnat norvégien. Donc je sais pas si ça te parle, mais toujours est-il que la valorisation, elle est incroyable. Et du coup, ce qui me pose problème moi aujourd'hui, c'est que on est dans une compétition. On parlait tout à l'heure qu'on était des compétiteurs, etc. Mais dans une compétition, forcément, par exemple, on va parler des Jeux Olympiques ou du Tour de France. T'as forcément des gains à la clé. Quand tu finis premier, quand tu finis deuxième, quand tu finis troisième, les gains sont classifiés. Aujourd'hui, comment les joueurs
joueurs so rares peuvent être motivés par le SO5 si quand tu finis devant un adversaire et que la valorisation de ce que tu vas gagner est 3 fois inférieure à quelqu'un qui a fini 3 places derrière toi. Tu vois, c'est vraiment un gros problème. Je me rappelle, pour moi, c'est tu vois, autant le nombre de rewards, je suis toujours là à dire sur mes lives, so rare, c'est pas, je vais reprendre les propos que j'avais entendus sur le stream de The Noob, mais je les partage tellement, c'est pas une machine à fric, moi, les machines à fric, c'est pas fait pour rendre les gens riches, et puis, de toute façon, s'ils distribuaient beaucoup plus de rewards qu'actuellement, le marché s'effondrerait, voilà. Puisque ça n'aurait plus de sens. Et la valorisation des cartes et des galeries des gens baisserait, donc voilà, donc il y a pas là pour moi c'est pas un réel sujet. C'est compliqué à trouver. Exactement. Alors que par exemple créer des nouvelles divs, etc. Pourquoi pas, pour ajouter du fun, mais il va forcément y avoir des incidences sur les rewards, les distribuer parce qu'il faut les dispatcher de façon égalitaire, donc ça va poser problème, mais pour moi c'est pas un réel sujet. Là par contre, et pour être honnête, si tu veux, moi j'ai écrit au support, et je crois que c'est Paul qui m'a répondu, mais je sais pas si c'est vraiment lui qui répond ou autre, mais bien c'est une réponse automatique. Il y en a certains qui disaient que c'est une réponse automatique. Je t'assure, Mehdi, que, mais vraiment, moi, c'est même pas que j'ai été énervé, c'est que j'ai été déçu. Mais vraiment, c'est à la fin on a échangé 4 mails, et vraiment, c'était des mails pour moi automatiques, alors que j'écrivais vraiment des pavés, de 10 lignes, ouais, et je me dis, mais merde, tu vois, genre. Automatiser ça et qu'ils en reçoivent tellement que. Ouais, mais c'est ça, évidemment, je pense que c'est ça aussi, tu vois, je me doute qu'ils en reçoivent énormément, mais tu sais, que t'en aies une automatique, 2 automatiques, tu vois, genre, c'est ok, mais à un moment, tu vois, tu dis, ok, la personne, elle insiste, mais je sais pas combien ils en reçoit, tu vois, faudra avoir des noms. Mais ça, vraiment, que toi, en tant que joueur, et peu importe, un joueur lambda, ça génère encore de la frustration. T'as déjà la frustration d'avoir eu une reward, mais vraiment, qui est pas en adéquation avec, finalement, ta position. Donc, je suppose qu'il y en a aussi qui ont été dans cette situation inverse, où ils ont été privilégiés. Moi, ça se trouve, ça m'est peut-être même arrivé. Faudrait que je retrace, mais c'est possible. Problème, quand c'est 3 fois moins, même 2 fois moins, même 30% en moins, c'est pas normal. C'est ça, exactement. Il y a Zuro qui avait mis, donc il travaille maintenant chez so rare, qui avait mis une explication, mais c'était surtout par rapport au gardien, parce que c'est vrai qu'un gardien peut perdre sa valeur si jamais il est mis sur le banc. Tu vois, je prends l'exemple de Davirouf de Ghent. Il avait été mis sur le banc après l'arrivée de Nardi, mais pour le match de Coupe d'Europe. Il y a quelqu'un qui l'a gagné juste après, pour pas le nommer, c'était so rare Légion, c'était une T0 et il râlait, et je peux comprendre, parce que quand Nardi a été titulaire, Rouf a pris quand même, la valorisation de la carte a vraiment bien baissé, même s'il a été titulaire après en championnat. Ça a quand même créé des remous, et de toute façon, étant donné qu'il y a une alternance maintenant, évidemment, la valorisation de cette carte-là ne sera pas la même qu'avant l'arrivée de Nardi, parce qu'il y a une alternance et que les managers, quand ils achètent un gardien rare comme ça, qui joue en Coupe d'Europe, ils voudraient bien l'utiliser en permanence et pas avoir un risque, en fait. C'est ce phénomène de risque qui fait justement qu'une carte baisse de valeur comme ça, mais voilà, ça c'est l'explication, et je peux comprendre que c'est difficile à anticiper. Par contre, pour des joueurs de champ, c'est quand même moins d'application. Oui, non, mais c'est ça, c'est que, et en fait, moi, c'est ce que j'ai expliqué aussi, c'est que, moi, pareil, 2 semaines avant, parce qu'ils disent c'est difficile de définir les poules à l'avance, etc. Mais des fois, si tu veux, c'est que quand ça remonte à plus de 10 jours, cet argument-là, pour moi, il tient pas, tu vois. Non. C'est pas recevable. Là, pour donner une idée, TT, par exemple, il était à 0,109 le 6 septembre. Le Casper, le 6 septembre, il était à 0,225. On est sur 10 jours, si tu veux. Comment tu veux que ça soit entendable, ce genre d'argument? Donc, ouais, alors, je sais pas comment il faudrait qu'il fonctionne. Je suis pas dans... Ils doivent clairement faire mieux. On va les taguer quand on va sortir l'épisode, mais je pense qu'ils en sont conscients aussi qu'ils doivent faire mieux, mais ils doivent faire vite, parce que c'est vrai que cette frustration-là n'est vraiment pas bonne quand tu termines et t'es content, parce que ça arrive pas toutes les semaines, même parfois ça n'arrive pas tous les mois, d'avoir une belle T1 ou une T0, et puis que tu vois que la valorisation est complètement disproportionnée et que c'est vraiment une erreur. Là clairement ils doivent faire vite, parce que il y a cette frustration-là, et je peux la comprendre totalement. C'est pas bon pour l'évolution, et c'est pas bon pour le moral et pour je vais
pas dire c'est pas la pérennité, le fait de retenir, mais la rétention, voilà, des managers dans le jeu. Bah écoute, je pense que le message est passé. On va terminer la dernière rubrique, Jean-Michel, avec des questions rapides pour l'invité. Allez, tu es let's prêt? Go. C'est parti. Alors, ton joueur préféré sur Sorare et dans la vie réelle? Honnêtement, je vais te donner le même, Virman. Virman. Ouais, IRL et in-game. Alors IRL parce que depuis que je le suis tous les matchs et pour moi c'est un régal. Vraiment c'est un. Alors parfois il est un peu agaçant parce qu'il marche. Il est pas forcément hyper assidu sur le replacement, mais vraiment je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter le podcast et qui n'ont jamais vu un match de Joey Virman. Je vous invite à le faire parce que qualité de passe, je pense qu'on est vraiment pas loin d'un top 10 européen. Vraiment c'est. Alors peut-être que je suis pas objectif, mais vraiment c'est moi et pourtant c'est pas des dribbles, c'est pas des passements de jambes, mais je pense que si vraiment les gens aiment le foot, aiment les passes parce que ça reste un jeu de passes aussi, je pense que qualitativement parlant, il est très 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 fort. À l'arrêt, sans élan, faire une transversale de 60 mètres dans les pieds, dans la course. Hors norme et je pense que tous les possesseurs de Virman étaient super heureux le jour où il est parti de Heerenveen pour aller au PSV. Là, il va être dominant et effectivement, il est dominant. Non, vraiment. Et puis pour la petite anecdote, Sangaré, là, c'est. Alors Sangaré, ils sont complémentaires à 3000%. Totalement. Ah ouais, c'est exactement ça. Alors, ton plus beau résultat en SO5? Deuxième de la U23. Rare. Deuxième de la U23 en rare. Magnifique. Donc plutôt pas mal. Donc plutôt monstrueux même. Ouais. Et tu avais gagné qui? J'avais gagné Santiago Rodriguez de New York. C'était pendant à quelle période? C'était pendant la période estivale, je crois, ou le début de. Ça t'a pas pris un gros nom européen? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on le dit, on se plaint pas, on prend ce qu'on a à prendre avec le recul. Exactement. Maintenant. Mais oui, non, mais après tu te dis t'es zéro, haut de poule, tu vas regarder le pool, et là tu te projettes. Tu te mets à rêver. Allons, voilà, c'est ça, on se prend à rêver. Ça, c'est un conseil que je donne aussi et que j'applique pour moi. Je vais jamais regarder dans les poules, mais je ne fais plus ça depuis des mois et des mois. Je veux pas faire de plan sur la comète. Et même après, je regarde pas qui a reçu quoi après moi ou avant moi. Et ça, c'est probablement une erreur parce que, non, c'est pas une erreur. Parce non, que c'est pas une erreur. Comme ça. Non, psychologiquement, je suis bien comme ça. Donc... Ouais, non, mais t'as raison. Et je pense, non, vraiment. Et t'as entièrement raison. Parce que finalement, surtout quand tu vois en fait les suites qui sont réservées, t'as pas de suite favorable, quoi. Il y a pas de retour en arrière possible ou autre. Donc, finalement, moi, c'est pareil. Je vais adopter cet état d'esprit et je n'irai pas voir qui y a eu avant, qui y a eu après. Parce que, finalement, tu sais qu'il n'y a pas de changement possible et que, tu vois, c'est comme quand tu prends rouge sur un terrain de foot. Tu vas pas aller gueuler sur l'arbitre, tu sais qu'il n'y aura pas de retour. Chouette, le suivant ou celui d'avant, il a reçu ça. Non, ça change rien. Non, c'est On regarde ce qu'on a. C'est ça, exactement. Alors, ta plus belle récompense? Fabio Vieira, donc, qui était à Porto. Qui était super dominant, même en étant pas tout le temps titulaire. C'est ça. Mais c'est pour une raison bien particulière. Du coup, ça sera en relation avec le sujet suivant. Donc, ton plus gros coup de poisse? Vas-y. Exactement. Donc, tu vois, c'est heureux dans mon malheur. Donc, mon plus gros coup de poisse, c'est la même Game Week, c'est la même équipe, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec la team Ouin. Donc, j'en fais partie aussi, pour être honnête. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Safonov a été covidé. Alors, Safonov covidé ou journée suspendue ou match suspendu pour Krasnodar. Un des deux, ça, je t'avoue que le souvenir... Honnêtement, je pense que c'était covidé. Parce que je me souviens très très bien, je l'avais mis aussi dans une superbe équipe et il était covidé. Donc, voilà. Donc, Safonov, et il tenait pas un clean sheet à cette époque-là aussi. Il était vraiment pas au mieux de sa forme, pas comme cette année par exemple. Et du coup, il est covidé. Et finalement, mes 4 autres joueurs font des masterclass. Donc, Inacio 90 avec buteur, Virman buteur 83, Koksu 91 et Mbappé qui va atomiser Clermont avec 3 buts, une passe D, un penalty. Et je finis finalement 9ème. Donc, haute poule T1, premier aux 2 poules. Non, 3ème, voilà, c'est ça. Donc je finis 3ème poule T1.
Et je regarde le pool, donc chose qui voilà. Hein. Et puis et je me rappelle, il y avait, je crois, il y avait Bastoni et après il y avait Nuno Santos qui venait d'apparaître pour Paris, je crois. Et du coup après Fabio Vieira. Nuno Mendes, tu veux dire? Ouais, Nuno Mendes, pardon. Ok. Et puis Fabio Vieira et voilà, donc troisième si tu veux, troisième du pool à l'époque. Donc impossible, tu vois, il restait un Bastoni, ouais, c'est ça, et puis après il y avait par contre 11 Nuno Mendes, parce qu'il venait de sortir, tu sais, en édition, vu qu'il venait de, voilà, en édition PSG, et du coup, je me dis, impossible, enfin, il restait un Fabio Vieira, et c'était le joueur à avoir, quoi, au niveau de la valo, et puis même des performances. Et finalement, il s'avère qu'en plus j'avais fait faire une vidéo spéciale par Rafou, donc une personne qui faisait des vidéos pour mettre en scène Larry Ward, et du coup, j'ouvre en live avec du coup la commu et il s'avère que le tirage m'a été favorable et j'ai eu Fabio Vieira. Donc magnifique. Et vraiment en plus le choix du cœur parce qu'il joue à Porto, donc tu devais être exactement. Mais c'est essaye juste de m'envoyer en MP le lien de cette vidéo que je puisse la regarder et voir ta tête avec ta surprise. À mon avis, non, j'ai pas. Ça n'a pas été clip. Ça n'a pas été clip. Non, personne n'a clip. Ouais. Justement, parce qu'en plus après, si tu veux, sur le stream, il disait ça fait plaisir une réaction comme ça, etc. Tu vois, parce que littéralement je gueule partout, quoi. En vrai c'était inconcevable pour moi au niveau de, tu sais, comme les rewards sont tirés par rapport au nombre de cartes restantes dans le pool, etc. D'avoir ça, c'était inespéré. Et puis tu sais, Rafou faisait en sorte donc de faire un peu comme maintenant Sorare fait, avec le drapeau, le club, le poste, tu vois. Ah oui, puis du coup quand tu vois Porto, je sais que c'est lui. Tu tremblais. Incroyable, je saute partout sur le stream. Mais bon, voilà, donc mon pire souvenir, c'est forcément je crois que le premier avait eu. Parce que le pire finalement, c'est quand même est devenu un très bon souvenir. Donc c'est ça, exactement. Alors quand tu fais tes line-up, les 3 ou que tu es sur Sorare, les 3 onglets que tu as ouverts sur ton écran. Du coup, quand je fais mes line-up, j'ai Play Sharper, mais ça c'est plutôt sur le téléphone que j'y vais. L'application, ouais. Ouais. Après j'ai Transfermarkt, ouais. Twitter et Discord. Donc ça fait 4, mais c'est principalement ce que j'ai. Discord, tu as un Discord ? Moi j'ai Discord sur pour mon Twitch, mais après non, je suis sur le So Addict, je suis sur francophone. Donc quand tu parlais de So Addict, ouais, mais je parle que très rarement, parce que du coup j'ai beaucoup je suis aussi chez les Boulas, donc c'est ça, je suis en sous-marin. T'es un peu partout pour essayer d'avoir un max voilà, d'infos. c'est ça. Mais je ne suis pas un espion. Ok, je vois. Et pour terminer, ton joueur à suivre. On en parlait tout à l'heure quand on a parlé de mes SR, mais après, est-ce qu'il maintenant il est à suivre ? Je dirais qu'il est confirmé pour moi, mais bon, on sait jamais. Mais c'est le fameux Tijani. Hein. Ok. Tijani. Je te laisse prononcer son Reinders, voilà. Ouais. Je pense qu'il va crever l'écran. Clairement, pas de conseil en investissement. On a l'habitude mais quand je vois son prix en rare, je suis assez étonné pour le coup. Quand on connaît la facilité des oppositions de la Z en conférence, qu'on connaît la qualité du joueur et tout, même en limited, je dirais. Alors effectivement, il lui reste très peu du 23 et il passera donc Chal, donc avec une perte de valorisation, mais je pense que le risque est pas non plus énorme au niveau de sa valorisation actuelle. Et honnêtement, quand on voit ses scoring, 0.1, il est très dominant et même en challenger, il sera. C'est un peu comme un Sangaré aussi, hein, un Sangaré. C'est ça. Qui avait explosé l'année passée. Il est plus 23 et si je regarde très très vite. Avant de clôturer, il est plus cher que Tijani. Il est à 0,12, donc finalement il est un tout petit peu plus cher que Tijani Reinders. Oui, pas un conseil investissement, mais très bon joueur et avec des belles années à venir devant lui. C'est ça, clairement. Écoute Jean-Michel, on est arrivé au bout de cette émission qui fut longue et passionnante et rythmée. Je te remercie d'avoir été mon invité aujourd'hui et d'avoir donné ton feedback sur ton aventure Sorare et d'avoir abordé ce sujet ô combien important de comment bien débuter son aventure sur Sorare. Écoute, je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt, certainement sur les réseaux. Ouais, merci infiniment à toi pour l'invitation. J'ai passé un bon moment. Comme souvent avec moi, le timing c'est pas mon fort, donc mais bon, c'était un super moment et j'espère que tu auras de bons retours sur le podcast. Et puis encore merci, bonne journée à toi et salut tout le monde. Encore merci à Jean-Michel et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de le partager autour de vous et de mettre
mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous motive toujours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.